Alors aujourd'hui, on va parler d'une machine qui a vraiment défié toutes les attentes pour devenir une légende. Attention, ce n'était pas la plus puissante, ni la plus avancée, mais elle a été peut-être l'une des plus importantes de toutes. Je parle bien sûr du Commodore VC20. On l'a surnommé l'ordinateur copain. Et franchement, il suffit de le regarder pour comprendre pourquoi. Son boîtier beige, son look tout simple, il n'avait rien d'intimidant. C'était un ordinateur qui avait l'air, amical. Et c'est justement ça qui est fascinant. Ce décalage total entre son apparence super modeste et son succès, qui, lui, a été absolument phénoménal. C'est ce paradoxe qu'on va creuser. Et quand je dis succès, ce n'est pas un petit mot. Le truc qui est vraiment incroyable avec cette machine, c'est ce chiffre. Le VIX-20, c'est tout simplement le premier ordinateur de l'histoire, tout type confondu, à avoir dépassé le million d'unités vendues. 1 million! C'était juste impensable à l'époque. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce que cet ordinateur, que tout le monde à l'époque décrivait comme sous-équipé, pas assez puissant, comment a-t-il pu réaliser un tel exploit ? Allez, c'est parti, on plonge dans son histoire pour comprendre. Bon, pour tout comprendre, il faut qu'on fasse un petit saut dans le temps. On retourne à la fin des années 70. Le monde de l'informatique à ce moment-là n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais à la tête de Commodore, il y avait un homme, Jack Tramiel, qui avait une vision très claire. Il faut bien se remettre dans le contexte. À l'époque, avoir un ordinateur chez soi, c'était de la pure science-fiction pour 99% des gens. Les ordinateurs, c'était des grosses machines compliquées qui coûtaient une fortune. C'était pour les entreprises, pour les experts, mais certainement pas pour le salon familial. Et c'est là que Jack Tramiel arrive avec sa philosophie complètement révolutionnaire. Sa phrase, elle résume tout. Des ordinateurs pour les masses, pas pour les classes. L'ambition était simple, mais folle. Faire sortir l'informatique des bureaux et des labos pour la mettre dans les mains de tout le monde. Mais pour que cette vision devienne une réalité, il fallait une chose, un prix ridiculement bas. Alors Tramiel a mis la pression sur ses ingénieurs. Faites-moi un ordinateur à moins de 300 $. Et là, ça change tout. À ce prix-là, un ordinateur personnel, ce n'est plus un luxe inaccessible. Ça devient quelque chose qu'une famille moyenne peut sérieusement envisager d'acheter. Et l'histoire de sa création est tout aussi géniale. Le VIC-20, il n'est pas parti d'une page blanche, non. Il est né d'une contrainte, d'une sorte de système D, de génie. Alors, pour comprendre d'où il vient, il faut parler d'un composant qui s'appelle la SRAM. C'est de la mémoire vive statique. Bon, le détail technique n'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que Commodore en avait des tonnes en stock. Beaucoup trop. Et ce surplus est littéralement à l'origine du VIC-20. Voilà le cœur de l'histoire. Commodore se retrouve avec des palettes entières de puces vidéo VIC et de puces mémoire SRAM qui ne servent à rien. Au lieu de tout jeter, Tramiel a cette idée lumineuse. Prenez ces pièces et construisez-moi un ordinateur avec. C'est le cas d'école parfait. Comment transformer un gros problème de stock en une opportunité en or. Et c'est cette origine un peu bricolée qui explique sa fameuse et très étrange quantité de mémoire vive. 5 kilooctets. Oui, 5 KO. La mémoire était en fait coupée en deux. Il y avait un petit kilooctet en bas pour le système et les 4 autres en haut pour les programmes basiques et pour ce qu'on voyait à l'écran. Une architecture un peu bizarre, c'est vrai, mais elle était dictée à 100% par les pièces qu'ils avaient sous la main. Maintenant, passons au marketing. Parce que le coup de génie ne s'est pas arrêté à la conception, loin de là. Commodore a eu une approche radicalement différente pour vendre le VIC-20. Quand on regarde les publicités de l'époque, c'est limpide. L'angle d'attaque, il est simple. Le VIX-20 n'est pas juste un jouet, c'est une alternative intelligente aux consoles de jeux comme l'Atari 2600. L'idée, c'était, oui, on peut jouer avec, mais on peut faire tellement plus. Et pour porter ce message, qui de mieux que William Shatner ? Oui, le capitaine Kirk de Star Trek. Sa phrase est devenue culte. Pourquoi acheter juste un jeu vidéo ? C'est un coup de maître. D'un coup, on ne parle plus d'acheter un jouet, mais d'investir dans l'avenir de ses enfants, dans l'éducation de la famille. La stratégie était vraiment complète. Le VIC-21, on le trouvait non pas dans des magasins spécialisés, mais chez Kmart, dans les rayons des magasins de jouets, juste à côté des consoles de jeux. L'argument choc, c'était son clavier, un vrai clavier, ce qui le différenciait immédiatement. Et le slogan, c'était « l'ordinateur merveilleux des années 1980 ». Tout était fait pour le rendre accessible et désirable. Mais le VIC-20, ce n'est pas qu'une histoire de vente. Son impact culturel a été immense. Pour toute une génération de gamins et d'adolescents, ça a été la porte d'entrée dans le monde de l'informatique. Et cette trajectoire, elle a été fulgurante. Regardez, il est lancé en 1980. 2 ans plus tard, en 82, c'est l'ordinateur le plus vendu au monde. En 83, son prix s'effondre à moins de 90 $.
les ventes explosent, et puis, boum, janvier 1985, c'est la fin. La production s'arrête, complètement éclipsée par celui qui va suivre. Et ce rôle de professeur, il est super important. Ces manuels étaient hyper clairs, hyper pédagogiques. Des milliers de gens ont appris à coder en BASIC en passant des heures à recopier des lignes de code trouvées dans des magazines. Ça a créé une communauté incroyable avec des tonnes de logiciels gratuits et ça a surtout été le tout premier ordinateur de beaucoup de futurs grands noms de l'informatique. Alors, au final, que reste-t-il du petit copain? Quel est son héritage? Et surtout, pourquoi est-ce que son heure de gloire a été si courte alors que son succès était si grand? Eh bien, cette comparaison résume tout parfaitement. Le VIC-20, c'était le précurseur, celui qui a prouvé que les ordinateurs pouvaient être conviviaux. Il a ouvert la porte, mais juste derrière lui, son grand frère est arrivé, le Commodore 64. Et avec 64 kg de RAM, lui, il n'a pas juste ouvert la porte, il l'a défoncé et a conquis tout le territoire. D'une certaine manière, le VIC-20 a été la victime de son propre succès. Le bilan final, c'est 2,5 millions d'unités vendues. Il a ouvert la voie, il a prouvé au monde entier qu'il y avait un marché gigantesque pour l'informatique à la maison. Et puis, en janvier 1985, l'aventure s'est terminée. Une vie courte, c'est sûr, mais d'une densité incroyable. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question de perspective. Est-ce que la courte vie du VIC-20, c'est un échec ou est-ce que c'était l'étincelle? L'étincelle absolument nécessaire pour allumer le grand incendie de la révolution de l'informatique personnelle. Une chose est certaine, sans cet ordinateur copain, le monde de la tech qu'on connaît aujourd'hui ne serait tout simplement pas le même.